Bonjour à chacun et à chacune. Merci d'être présent à cet événement qui se trouve être une première. Nous inaugurons un cycle de conférences partagé par les trois établissements qui sont l'école d'architecture de Nantes, Audencia et l'école centrale de Nantes. Un certain nombre d'entre vous savent que ces trois établissements partagent entre eux un projet commun qui va les amener à partager un certain nombre de formations, de projets de recherche et donc de séminaires autour d'une idée assez simple qui est que un certain nombre d'enjeux du XXIe siècle, et je crois que la conférence qu'on va entendre aujourd'hui va nous en préciser quelques contours dans un cas particulier, les enjeux du siècle qui s'ouvre sont bien souvent interfaces entre des disciplines qui sont celles de l'ingénierie, qui sont celles de l'architecture ou plus généralement de la création ou celles du business et du management. Et finalement, l'objet de l'alliance qui nous réunit est de donner la possibilité à nos étudiants, mais aussi à nos enseignants, à nos partenaires, de partager un territoire un peu en émergence pour lequel on pense que faire converger des forces complémentaires fait sens. Alors bien évidemment, le séminaire qu'on va écouter aujourd'hui, il n'est pas limité à ce petit périmètre qui est l'association entre l'école centrale Audencia et l'école d'architecture de Nantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Toufik Hamoudi. C'est simplement que son exposé est porteur de sens bien au-delà du périmètre de nos établissements. Alors Toufik Hamoudi est maître assistant à l'école à l'ENSA de Nantes. Il a créé un certain nombre d'enseignements, il a une pratique variée dont il nous donnera quelques illustrations lors de l'exposé. Et il va nous parler de la ville 2.0. Alors tout le monde sait très bien aujourd'hui que 2.0, câblé, numérique, il y a vraiment des choses qui sont, je dirais, à la mode. Mais tout le monde sait très bien que derrière ces choses à la mode, souvent, on définit beaucoup de poncifs. Et ce que va nous montrer aujourd'hui Toufik Hamoudi, c'est qu'il y a des choses fortes, simples et des enjeux fondamentaux pour l'avenir derrière cette ville 2.0. Et je suis très très content de lui passer la parole. Merci. Bonsoir. D'abord, merci à l'école centrale, merci aussi à Jean-Yves Asquette qui a eu l'initiative de cette invitation et à la direction de la recherche de Centrale également, et qui m'a invité pour vous parler ce soir donc de notre travail, de mon travail à la fois personnel qui dure depuis quelques années sur cette question de la ville et des expérimentations et des explorations que je mène à l'école d'architecture de Nantes en compagnie de mes étudiants de plusieurs générations, en tout cas de plusieurs promotions, et qui aboutit, en tout cas concernant ce problème de la ville globalement, à une modélisation que je vais vous présenter ce soir. Mais avant tout, j'ai choisi d'intituler cette conférence « La ville 2.0 » parce qu'effectivement, on entend parler de la ville en ce moment énormément, même d'un point de vue économique, c'est-à-dire les sommes qu'on pense drainer à travers cette ville numérique, ou ville câblée, ou ville connectée, ou ville intelligente, ou ville ou smart city, comme on dit en anglais, ces sommes sont colossales. Hein. Mais pour parler de ce sujet, j'ai choisi de le titrer « La ville 2.0 », premièrement pour rendre hommage à une pratique de l'informatique, une pratique douce de l'informatique qui concerne à nommer une mutation d'un logiciel, une version d'un logiciel, simplement par le chiffrage. Hein. On passe d'une version 1 à une version 2 d'une manière, j'allais dire, humble. Je voulais aussi rendre hommage
à travers ce titre à l'informatique et aux informaticiens et à leur tête deux figures. La première, c'est Alan Turing, ce grand mathématicien du début du siècle qui nous a légué justement cette notion ou qui était le père de l'ordinateur à travers ce qu'il a appelé, ou ce qu'on appelle après lui la machine de Turing. C'est probablement le début de l'ordinateur que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Mais la machine de Turing était d'abord un modèle abstrait. C'était le modèle théorique de l'ordinateur. Et pour nous, ça c'est important. C'est ce que je vais développer plus tard dans la deuxième partie de mon exposé sur la question du modèle. Un deuxième aspect de Turing qui m'intéresse beaucoup, c'est une deuxième phase de sa vie où il a publié un grand article qui s'intitulait The Chemical Basis of Morphogenesis, et c'était sur les questions de l'émergence de la forme, comment paramétrer les formes que nous percevons, et notamment son texte était concerné les pelages d'animaux. Et pour nous, c'est une question également importante dans cette définition de la ville 2.0. La deuxième figure de l'informatique, et là je reviens avec vous un peu plus en arrière, c'est Al-Khwarizmi. C'est un des mathématiciens du 9e siècle. C'est une personne dont vous prononcez le nom régulièrement, puisque quand vous parlez de votre ordinateur ou de ce qui se passe devant votre ordinateur, vous dites algorithme. Et algorithme, c'est la traduction latine du travail, à la fois du nom de ce mathématicien et des procédures qu'il a mis en place et qui ont constitué le programme, d'une certaine manière, de cette nouvelle discipline qui était l'algèbre au IXe siècle. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans la ville 2.0 ? Alors, s'il y avait une ville 1.0, aujourd'hui, il y aurait une ville 2.0. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette ville 2.0 ? Alors, serait-ce qu'elle soit connectée ? C'est ce qu'on entend habituellement. Je dis non, car la ville a été toujours connectée. Elle a été connectée à travers des messagers, qu'ils soient humains ou animaux. Hein, on a toujours connecté les villes en envoyant des messages. Ces messages-là étaient transportés par des dispositifs humains, des personnes qui se déplaçaient d'une manière plus ou moins rapide, ou des pigeons. Hein, c'est un dispositif qui est très connu, qui a persisté jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elle a été connectée à travers ce qu'on appelait des dispositifs sonores, des dispositifs lumineux, des dispositifs aussi de transparence, de la fumée, à travers un maillage du territoire par des tours de guet qui permettaient la transmission de ces messages et la connexion du même coup d'un territoire et des villes entre elles. Et les archéologues pensent que déjà à l'âge de fer, des dispositifs de connexion de cet ordre-là, c'est-à-dire sonores ou lumineux à travers des feux, existaient déjà. Elle a été connectée aussi plus récemment à travers des réseaux routiers, hein, mais déjà à l'époque romaine, ce qu'on appelle le réseau des voies romaines, qui est très très important, qui permettait de dire à Brodel que si César a pu conquérir la Gaule très rapidement, c'est qu'il y avait déjà un réseau routier très dense et efficace. Donc la ville a été toujours connectée. Alors, serait-ce qu'elle soit bardée de capteurs ? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que la ville est
est une autre ville parce qu'il y a beaucoup de capteurs, on a des capteurs un peu partout. Non, parce que la ville a été ou a disposé toujours de capteurs multiples. Les portes des villes n'étaient pas seulement des points de passage, elles étaient aussi des points de captation de flux multiples, de flux commerciaux. On pouvait prendre des décisions à ces endroits-là en captant les différentes, en évaluant les différentes transactions. Elles pouvaient être des captations de flux de comportement et on pouvait rendre justice aux portes des villes. Elles pouvaient être des captations d'informations sur ce qui se passe dans la ville, et des rois ont tenu des réunions avec ce qu'on appelait des prophètes, hein, pour les informer de ce qui se passe dans la ville et du même coup prendre des décisions concernant la gouvernance de la ville. Une autre figure, un autre dispositif de la captation était ce personnage, le fou du roi, ce personnage, ce bouffon qui pouvait se moquer du roi, mais en fait, comme disait Erasme, le fou du roi n'était pas seulement ce personnage qui se moquait du roi ou qui se permettait de se moquer du roi, était aussi ce personnage qui révélait ce qui se passait dans la ville, et qui était d'une certaine manière un miroir de ce qui se manifestait dans la ville du roi. Il se trouvait que, au Moyen-Âge, même des municipalités disposaient de leurs fous spécifiques. Il y avait des capteurs également, la ville avait aussi des capteurs climatiques, on avait des éléments pour capter de l'information de différents éléments, les différents éléments de l'eau, avec des digues ou d'autres dispositifs. Il y avait ces tours qui captent le vent, par exemple, dans les pays, dans les terres persanes, les Badguir. Il y avait différents dispositifs pour capter des éléments comme ce que nous avons aujourd'hui à travers des capteurs collectifs ou des capteurs individuels pour justement s'informer de ce qui se passe et prendre des décisions. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait des écluses, il y avait aussi, jusqu'à très récemment, effectivement, aussi des capteurs, avec l'apparition des autoroutes, des capteurs qui comptaient déjà le nombre, le trafic routier et permettaient de réajuster différentes choses pour la gestion de ces autoroutes. Alors, serait-ce qu'elle soit algorithmique, parce qu'elle est traitée avec des ordinateurs? Je dis non, parce que justement, l'introduction, lorsque Al-Khwarizmi parle de cette fondation de l'algèbre, l'introduction de son livre disait cela. Son abrégé, c'est le titre de son livre, l'abrégé de l'algèbre. Cet abrégé, englobant les plus fines et les plus nobles opérations du calcul dont les hommes ont besoin pour la répartition de leurs héritages et de leurs donations, pour leur partage et pour leur jugement, pour leurs transactions commerciales et pour toutes les opérations qu'ils ont entre eux et qui sont relatives à l'arpentage et à la répartition des eaux de rivières, à l'architecture ainsi qu'à d'autres aspects. Donc, à la fondation même de cette pratique mathématique, cette question donc de la construction, de la résolution de phénomènes à travers des équations, cette préoccupation de gérer les affaires de la ville était constitutive. Donc, serait-ce qu'elle soit plus intelligente ou qu'elle soit intelligente ou smart? Je dis non, non plus. Pourquoi? Parce que la ville
est le lieu d'accumulation de l'intelligence, a été toujours le lieu d'accumulation de l'intelligence. On n'a fait de ville que pour accumuler de l'intelligence, et l'intelligence qui était une ressource créatrice. Il faut savoir que chez les Grecs, les pratiques manuelles c'était des pratiques qu'on mettait en périphérie ou à l'extérieur de la ville. La ville était, d'une certaine manière, la sublimation de l'intelligence. Et bien entendu, on a des exemples fameux, que ce soit la bibliothèque d'Alexandrie, qui était déjà, à l'époque ptoléméenne, un dispositif d'intelligence extraordinaire, puisqu'elle enveloppait les livres de tout l'Empire ou de toute la civilisation grecque et autres. La Sorbonne ou Paris, qui était à un moment donné englobé à la fois la Sorbonne, cette université héritée du Moyen-Âge, mais en même temps le Collège de France qui vient s'ajouter à ça, qui est fondé par François Ier, et puis toutes les académies qui pullulaient dans Paris, où beaucoup de savants sont passés, que ce soit Pascal, Descartes, le père Mersenne, etc., Cassini et autres. Donc la ville est fondamentalement une captation, une accumulation de l'intelligence. Et aujourd'hui, il y a même des villes qu'on nomme des Titacampus, comme une des villes sur laquelle nous avons travaillé il y a quelques années, Urbino en Italie. C'était une Titacampus, c'est-à-dire que c'est une ville de la Renaissance où toute la ville était, d'une certaine manière, une université. Et tous les services quasiment qui tournaient autour de la ville étaient des services autour de l'université. Aujourd'hui, on a aussi des exemples comme San Francisco avec Stanford, le Palo Alto et la Silicon Valley. Donc la ville qui n'est pas justement quelque chose qui a découvert cette intelligence. Et aujourd'hui, donc, je vais vous faire une prophétie parce que, justement, pour parler de la ville 2.0, pour parler de cette ville du futur, nous avons deux positionnements. Nous avons souvent entendu parler des différentes crises, des différents malheurs qui nous attendent. En fait, on nous dit qu'il faut faire cette ville du futur parce que nous avons une crise économique, nous avons une crise de la pollution, nous avons une crise de l'appropriation des terres et de l'espace. Et pour moi, la ville 2.0, c'est cette ville qui est probablement porteuse de tout ce qui vit, qui est porteuse d'un ensemble de choses qui sont des vraies naissances, qui sont des choses qui nous promettent peut-être une vie meilleure. Oups. Donc, quelle est donc cette nouveauté absolue? Qu'est-ce qui est né aujourd'hui? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une majorité habite la ville. Nous étions, au XIXe siècle, en 1800, nous étions 3% à habiter la ville. Et on parlait de l'histoire de la ville alors que la majorité de la population était exclue de cette histoire. En 1900, nous étions que 20%. Et en 2000, dans les années 2000, nous sommes passés à plus de 50%. Et ça, c'est un fait vraiment nouveau. Et ça, c'est la population mondiale. Au niveau européen, nous sommes déjà au-delà des 70% aujourd'hui.
La deuxième chose qui est totalement nouvelle, c'est que une majorité de la société est experte. En 2000, pour la première fois, nous sommes probablement, puisque c'est la majorité qui habite la ville, une majorité qui est aussi experte. Nous sommes plus de 6 milliards et en 2000, nous sommes 15%, nous étions 15% à être à l'université. En 2020, 7 milliards, nous serons 180 millions à être passés à l'université. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Lorsque l'université de la Sorbonne, non, l'université en France a été fondée en 1865, en 1850, l'université comme distribution, enfin comme séparation entre le secondaire et l'enseignement, si on peut dire, supérieur. Il y avait 40 000 étudiants à cette époque-là, en 1800. Aujourd'hui, nous sommes 180, nous sommes 2 millions en France, 2,2 millions, je crois. Pardon ? Voilà. Donc, c'est vraiment absolument extraordinaire. Donc, ces deux faits nouveaux sont probablement les ingrédients d'une ville que nous n'avons jamais connue. Nous vivons une ville que nous n'avons jamais connue. Et à partir de là, je pense qu'il y a toute une modélisation, tout un rapport à la ville qui doit être refondé, qui doit être construit et édifié pour comprendre cette ville que dans les histoires anciennes n'ont jamais vraiment observé. Quels sont quelques caractères qui caractérisent justement ou qui définissent cette ville? Premièrement, dans cette ville-là, je n'ai plus d'adresse, je suis sur la toile. Lorsque quelqu'un me demande mon adresse aujourd'hui, je ne dis pas que j'habite à Paris, à telle rue et telle rue. Je donne mon adresse mail, je donne mon adresse de communauté, qu'elle soit professionnelle ou de loisirs, etc. Je n'appartiens plus à une communauté, je peux en avoir une multitude. Aujourd'hui, je ne suis plus un individu d'une seule communauté, je peux en choisir plusieurs. Il faut savoir que à l'époque classique, à l'époque antique, on ne pouvait pas être citoyen de deux villes. On n'était citoyen que d'une seule ville. Et aujourd'hui, cette chose-là a changé. Je n'ai plus de pays, je peux m'installer et vivre ici et ailleurs. Aujourd'hui, 100 millions de personnes de plus de 15 ans dans la zone OCDE vivent dans des pays étrangers de l'endroit où ils sont nés. Nous étions que 20% en 2000. Erasmus a pu permettre à 3 millions sur 25 ans, 3 millions de jeunes de changer de ville et d'expérimenter d'autres expériences. Je n'ai plus une famille, je peux en changer, la recomposer, la quitter, etc. Et là aussi, les statistiques sont absolument édifiantes. Donc,
le divorce augmente, les enfants qui vivent avec des familles monoparentales ou recomposées en progression, etc. Donc, vraisemblablement, nous habitons un nouveau territoire et d'une nouvelle manière. Et tout le problème sera certainement comment comprendre ce territoire-là, comment reconnaître les pratiques qui s'y déroulent, comment repérer ces structures et comment finalement dialoguer avec lui dorénavant. Et c'est cette seconde partie-là que je vais développer maintenant. Et pour ça, je voulais d'abord revenir justement sur la question de la modélisation. Beaucoup de discours, beaucoup de solutions, beaucoup de réponses arrivent à cette nouvelle réalité de la ville. Mais probablement par manque de modélisation, nous répétons des solutions d'avant avec juste une plus-value technologique ou une plus-value financière. Et je pense que le modèle est à revoir absolument depuis le début. Alors, pour ce faire, donc, c'est ce modèle-là sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs années et qui a pris premièrement comme cas d'étude deux villes. La première, c'est Urbino, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la deuxième, c'est la ville de Lisbonne, sur laquelle nous travaillons encore aujourd'hui. Donc, les personnages de cette équipe de recherche qui s'est constituée donc à l'école d'architecture de Nantes. Donc, il y a Jean Lévesque, pour lequel j'ai une pensée chaleureuse parce qu'il est souffrant en ce moment, et puis Anaïs Jacquard qui est ici dans l'assistance, et puis Alex Boivin, et puis d'autres anciens qui sont, il y en a pas certains parmi eux qui sont aussi dans la salle et qui ont vraiment enrichi ce travail-là, et c'est avec eux aussi que nous avons expérimenté des nouvelles ou des explorations pédagogiques pour essayer de fonder cette nouvelle modélisation. Et la première des choses, c'est que pour nous, et là, on revient à ce que j'ai dit tout au début par rapport à Alan Turing, la question du modèle abstrait est vraiment très importante. C'est-à-dire que il va falloir probablement construire une vraie perception ou des vrais outils pour percevoir la ville et le territoire d'une autre manière que ce qu'on a hérité jusqu'à maintenant. Et après coup, permettre à travers ces outils-là, du coup, c'est des outils un peu comme des procédures, de capter les singularités de chaque territoire, de chaque cas, et de travailler à partir de là. Et pourquoi nous parlons de cette question de la singularité? Parce que, premièrement, si on observe ce qui se passe aujourd'hui, les villes répètent toujours les mêmes solutions. Lorsque vous baladez à Bordeaux, à Nantes, à Paris ou à Lille, vous êtes certainement souvent étonné par la répétition des solutions. Et cela n'est pas seulement un effet du hasard, c'est que dans le discours des opérateurs de la ville, la question de la réplicabilité est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on fait une solution qu'il faut qu'elle se répète. Pas seulement des opérateurs, mais parfois aussi des politiques. Et pour nous, la seule manière
de pouvoir donner des solutions qui mobilisent à la fois des outils qui se répètent, mais dont les solutions ne sont pas réplicables. C'est ça l'enjeu de notre démarche. Et du même coup, la question première, c'est comment commencer à faire la ville, comment commencer à construire ce modèle. Et la première des choses, c'est que pour nous, cette ville nouvelle, il va falloir déjà la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la décrire. Et d'où la nécessité de construire un modèle de description avant tout. Et ce modèle de description nous permettra de fonder toutes les réponses qu'on peut avoir au territoire sur la notion de singularité ou sur le fait de leur singularité. Alors aujourd'hui, grâce notamment aux capteurs nouveaux, je vous ai dit tout à l'heure que la ville n'était pas nouvelle parce qu'elle avait des capteurs, il y en avait effectivement avant, mais aujourd'hui, grâce aux nouveaux capteurs, nous disposons effectivement d'une visibilité absolument fantastique sur ce qui se passe dans la ville. Et un des enjeux de ce modèle-là, c'est qu'il puisse traiter de cette masse absolument fantastique de données qui nous fait comprendre le territoire, ses pratiques, ses structures et ses fonctionnements. Donc, ces capteurs qui permettent de générer des données, une masse de données importante, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la big data, et probablement un des enjeux du modèle descriptif de la ville, c'est de pouvoir traiter de cette big data. L'autre enjeu par rapport à cette captation de données, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces données-là deviennent de plus en plus ouvertes, sont de plus en plus ouvertes lorsqu'elles sont déjà, parce qu'au départ elles étaient fermées, que propriétaires de sociétés, de collectivités, mais elles sont aussi de plus en plus ouvertes parce qu'il y a des objets ouverts, il y a des plateformes ouvertes. Nous connaissons tous probablement une de ces grandes réalisations qui d'une certaine manière, vient concurrencer un des produits Google, c'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est cette plateforme collaborative de cartographie du territoire et qui aujourd'hui, par moment, vraiment plus développée que les cartes dont dispose Google. Donc la question de l'open data aussi ouvre un autre enjeu qui est celui de la participation justement de ce citoyen expert. Alors, je ne vais pas m'attarder énormément sur les aspects techniques, mais on pourra revenir dessus pendant les questions. Donc, notre travail se décompose justement en un modèle abstrait, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la question d'un modèle qui est dynamique et qui, du même coup, va interagir avec les faits, ce n'est pas un modèle qui est inductif, qui vient donner seulement des solutions, c'est dans un premier temps un modèle de captation de l'information, de sa gestion, de sa classification, comme je vais l'expliquer. Et puis après, à partir de ce modèle abstrait, on vient le confronter à une réalité, à un cas d'étude, et à partir de là,
proposer des solutions éventuelles. Donc ce modèle, il se base sur une première étape qui est la classification de toute cette donnée, parce que jusqu'à maintenant, en fait, on avait très peu de données, on continuait à faire la ville avec très peu de données. Avec l'arrivée de la big data, on assiste à une effervescence qui nous dit que finalement, on n'a pas besoin de comprendre toute cette donnée, il suffit de laisser les algorithmes fonctionner tout seuls et on va en saisir quelque chose, même des choses qu'on n'a jamais prévues. Bien entendu, tout ça est un peu vrai, mais probablement la question de la classification des données, pour nous, est très, très importante, car c'est à partir de là aussi que le dispositif collaboratif peut fonctionner. Donc, la première étape, c'est de classer cette donnée, et sur ce modèle de classification, nous avons travaillé plusieurs années. Donc, c'est un système qui décompose tout ce que la ville peut avoir comme forme, comme phénomène. Donc, on part du principe que la ville, c'est une réalité que nous observons. Et puis, non, je crois que là... Et donc je vais aller vite, mais si vous voulez, on reviendra dessus un peu pendant les questions. Donc, pour nous, cette ville, c'est une réalité complexe, et pour la comprendre, il faut donc... Nous posons les hypothèses que la ville, elle est composée de 3 formes. Les formes anthropologiques, donc les formes qui nous parlent de nos origines, les origines de nos établissements, les origines de nos langues, les origines de nos pratiques d'aujourd'hui. Les formes culturelles, c'est ce que nos pratiques d'aujourd'hui. Et les formes physiques, c'est tout ce qui concerne l'environnement et qui nous entoure. Et à partir de là, donc, chaque forme va se décomposer à travers des intervalles. Et là, la question des intervalles est importante parce que souvent, quand on fait des études sur la ville, quand on a à traiter du problème de la ville, on a toujours des réponses qu'on pense être les meilleures. Et en fait... lorsqu'on observe sérieusement et finement le territoire, et peut-être même lorsqu'on écoute certains philosophes, on s'aperçoit que le territoire est constamment une coexistence de conflits, une coexistence de contradictions. C'est-à-dire que, bien sûr, dans une ville, il y en a qui vont aimer la végétation, il y en a qui vont aimer... comment dire, les zones plutôt urbanisées. Dans une ville, il y en a qui vont aimer le calme, il y en a qui vont aimer la fête et le bruit. Dans une ville, il y en a qui vont aimer marcher lentement et découvrir, et puis il y en a qui veulent aller vite avec différents dispositifs. Donc, et Héraclite, le philosophe grec, avait déjà dit cela, que toute chose, tout être est une coexistence de conflits. Et pour nous, du même coup, chaque phénomène, en fait, il ne se divise pas en branches indépendantes. Il définit un intervalle qui va englober les oppositions. Et un des grands philosophes aussi français du XXe siècle qui a travaillé sur ces questions, c'est Gabriel Tarde, philosophe et sociologue qui a beaucoup écrit sur cette question-là et qui a modélisé ce phénomène au niveau de la société. Donc, après cette classification, on hiérarchise les phénomènes, toutes les données, du même coup, elles sont positionnées,
Et à partir de là, on finit par arriver à la fin de cette arborescence, à spécifier des cartes du territoire. Et du coup, après avoir déployé ces données et hiérarchisées, on arrive à les cartographier à la fin pour que ça soit quelque chose d'appréhensible et de compréhensible. Et probablement, ça, c'est un des grands enjeux, à mon avis, technologiques d'ingénierie et de recherche aussi dans les années futures. Car je pense que nous sommes tous amenés ou beaucoup à être amenés à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et ce n'est pas les données brutes qu'on va certainement consulter, c'est leur représentation et leur visualisation. Et je pense que là, c'est vraiment un champ passionnant d'invention et de mise en forme. Donc, après cette hiérarchisation de données, on vient lister donc ces cartes. Donc, ce qui fait que au bout de chaque arborescence, on va définir toutes les cartes qui vont décrire le territoire. Et on pourra, à n'importe quel moment, et n'importe quel citoyen pourra dire que cette carte-là n'existe pas, cette carte-là, je la connais mieux que l'expert qui l'a dressée, etc., etc. Et puis, un des grands enjeux aussi de notre modélisation, c'est d'adresser cette question des échelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une ville, on la fait toujours à l'intérieur comme auparavant d'ailleurs, on fait la ville à l'intérieur de ses limites, de ses murailles, et aujourd'hui, on la fait à l'intérieur de ses limites administratives. Et on peut... Et beaucoup d'aberrations dans ces programmations de la ville sont constatées justement par ce fait-là. C'est-à-dire que des fois, on va programmer, je ne sais pas moi, un gymnase en périphérie où il y a que les citoyens d'une municipalité qui vont l'utiliser, alors que la programmation, elle aurait pu être faite différemment, alors que l'autre municipalité, elle va faire un autre gymnase quasiment à 100 mètres, parce qu'elle aussi, elle a besoin d'un gymnase, et il faudrait qu'elle le fasse à cet endroit-là. Et bien entendu, on essaye de sortir de ces mécanismes-là, parce qu'on constate qu'ils sont aberrants, et qu'on fait la communauté de communes, et on fait aujourd'hui la métropole, et on fait, etc. Mais je pense que il va certainement aussi falloir construire des outils qui permettent l'enveloppement des échelles. Et aujourd'hui, même dans une ville comme Nantes, vous parlez à Nantes Métropole, ça va être une manière de parler de la ville. Vous parlez au département, dont Nantes fait partie, et vous allez avoir un autre discours, une autre programmation, d'autres données qui n'intègrent pas la donnée de la métropole et vice-versa. Ou dans une capitale, vous allez avoir des données, ce qu'on expérimente par exemple à Lisbonne. Il y a des données que des services ministériels ont, que la ville n'a pas, et vice-versa, alors que c'est sur les mêmes faits. À travers des outils, je pense, et à travers la possibilité d'outils que nous avons aujourd'hui, qui sont les SIG, les systèmes d'information géographique, nous pouvons justement suivre cette continuité des formes d'une échelle à une autre. Et probablement là aussi, il y a un travail de développement intéressant et important à faire. Donc, à partir de là, on construit des cartographies concrètes, et donc c'est des cartographies d'un territoire précis, donc ils vont être spécifiés. Ces cartographies, ils vont être développées dans des bases de données. Donc, je passe rapidement. Et dans un deuxième temps, il s'agit de croiser ces données entre elles. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose, premièrement,
d'important, de difficile et qui commence à peine à émerger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement tous les opérateurs dans une ville sont d'accord qu'il y a une mauvaise gestion de la ville parce que chaque opérateur fonctionne en silo. C'est-à-dire que chacun connaît son métier. Celui qui gère le gaz, il a les données du gaz. Celui l'électricité, ben, si c'est différent, ben, il connaît l'électricité. Celui de l'eau, etc. Et la ville aussi a ces données-là d'une manière seulement verticale et donc non coordonnée. Effectivement, aujourd'hui, à peine aujourd'hui, on commence à faire des masters de systèmes intégratifs des données. Mais cette question-là, elle est vraiment très importante, car c'est seulement dans les croisements de données que nous aurons une vraie valeur ajoutée significative, signifiante de ce que c'est le territoire. Donc, bon, nous avons construit des méthodes de croisement de données, de ces données-là. Et ce qui fait que, pour l'instant, notre modèle, aujourd'hui, il déploie une multitude d'indicateurs et de paramètres. Nous sommes aujourd'hui à 28 000 paramètres et indicateurs, alors que les études traditionnelles urbaines se font sur une quinzaine de paramètres. Là, vous avez en noir tout le tableau là de tabulation, c'est ce que nous avons construit comme modèle de croisement. Et puis, les points en noir sont les thématiques utilisées aujourd'hui pour étudier un territoire ou une ville. Alors, après, à partir de ce modèle abstrait de croisement de données, on vient les croiser d'une manière concrète, c'est-à-dire sur un territoire précis. Et donc là, on croise les données qui sont visibles, cartographiées, qui permettent aussi à n'importe quel citoyen de les comprendre et d'interagir avec elles. Et puis, donc, l'objectif de tout ça, c'est justement de permettre de révéler les singularités de chaque territoire. Nous pensons qu'en recueillant toutes les données d'un territoire, en les croisant d'une manière fine et intelligente, nous pouvons déceler ce qui caractérise un territoire et qui pourra du même coup être le socle de projets futurs et de développement de ce territoire. Donc là, c'est des exemples de croisement. Là, c'est la ville d'Urbino dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette ville qui est autour, en fait, elle vit autour d'une muraille de la Renaissance. La ville d'Urbino, c'est une ville vraiment de la belle Renaissance, puisque Raphaël est né là, Piero della Francesca et d'autres artistes. Donc c'est vraiment... et qui est devenue, jusque dans les années 60, une vraie ville-université, c'est-à-dire tout l'écosystème urbain tournait autour de la ville. Donc, ces éléments-là sont des éléments qui définissent la singularité de ce territoire-là à travers son territoire large. Et du même coup, l'étape, si on peut dire, finale de ce processus, c'est de permettre de dire dans chaque situation, voilà le potentiel de ce territoire-là. Donc, du même coup, je vais dire pourquoi c'est une question de potentialité, parce que nous pensons premièrement que le territoire est un condensé de contradictions et d'oppositions qu'il faut évaluer, et que ces oppositions définissent des potentialités de développement et des potentialités d'actualisation de ce territoire. Un territoire, vous allez prendre un site quelconque, qui peut prendre, on peut y construire un jardin, on peut construire, enfin,
construire ou dessiner un jardin, construire un bâtiment, construire de différentes sortes de bâtiments, le laisser en jachère, etc. etc. Mais tout ça, ça devrait être justement la conclusion d'une évaluation de quelles sont les données de ce territoire-là. Et je vous donne un exemple. Nantes Métropole lance une étude sur la Loire et nous. Et un des problèmes, c'est comment recueillir justement cette participation citoyenne autour d'un territoire et quelles sont les données qui sont sous-jacentes à toute participation. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour cette ville 2.0. Pourquoi ? Parce que je pense que la dernière des étapes, et c'est par ça que je voudrais terminer, la dernière des étapes de ce modèle-là, c'est la délibération citoyenne. C'est-à-dire que probablement, pour toutes ces questions écologiques, pour toutes ces crises dont on parle matin, midi et soir, la question de l'implication du citoyen est vraiment centrale. Et la question de la fabrication de l'espace commun avec cette participation citoyenne est vraiment fondamentale du fait que, comme j'ai dit tout au début, cette ville 2.0, c'est désormais la ville de la majorité et nous serons de plus en plus nombreux à habiter cet espace urbain et de surcroît, et peut-être heureusement, nous sommes aussi de plus en plus être experts ou micro-experts, comme je le dis souvent, pour pouvoir amener de l'information, traiter cette information et aussi délibérer sur quelques sujets que ce soit qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Voilà, merci. Merci, on a le temps de poser quelques questions. Oui, bien sûr. Quelle est la question qui se pose? Est-ce que vous avez vraiment... J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur le modèle, mais je ne vois pas trop la question qu'il y a derrière, quoi. Et c'est-à-dire, peut-être c'est différent en architecture qu'en sciences. Est-ce qu'il est possible, effectivement, de modéliser une ville pour répondre à tous les problèmes sous-jacents à cette ville? Ok. Oui. Je pense que c'est différent, j'allais dire, c'est différent de la modélisation scientifique, d'un problème physique ou d'un problème de chimie. Mais en même temps, pas très loin, parce que je pense que si on prend toutes ces sciences de la complexité, le modèle, pour notre part, le modèle, il est d'abord un modèle de compréhension de ce qui se passe. L'hypothèse qu'on soumet à ce modèle-là, c'est que est-ce que les territoires ont des singularités? Est-ce que le territoire, il est vraiment singulier? Ça, c'est l'hypothèse à partir desquelles nous travaillons. Mais le modèle, c'est effectivement un modèle de description, c'est-à-dire qu'on essaie de dire déjà, est-ce qu'on peut construire des procédures pour comprendre ce territoire-là. Donc, et la réponse, la réponse sur l'hypothèse, on l'a construit à partir de la confrontation avec le phénomène réel, le cas d'étude.
Et moi, j'ai envie d'enchaîner par une question, alors vraiment de quelqu'un qui n'est pas compétent dans le domaine, mais à vous entendre, et j'ai été très très intéressé, notamment dans tout ce que vous avez dit au début. Euh, je le traduis certainement très très mal dans un vocabulaire qui m'est plus familier, hein, pour dire qu'en fait, ce que vous traduisez bien, c'est le fait qu'au 19e siècle, peut-être au début du 20e siècle, une ville, c'est à la fois une géométrie, puis c'est en même temps des réseaux, des lieux, enfin des réseaux. Bon. Et moi, j'ai l'impression que la ville qui est devant nous, qui est peut-être déjà la nôtre aujourd'hui, qui est celle de demain, c'est quand même une ville fondamentalement différente parce qu'il n'y a pas coïncidence géométrique entre la forme de la ville et puis ses réseaux. Autrement dit, aujourd'hui, au 19e siècle, les réseaux, ils sont situés géographiquement quand même beaucoup au sein de la ville. Les gens sont en relation les uns les autres sur un territoire qui est le même que la géométrie de la ville. Mais aujourd'hui, parce que vous dites qu'aujourd'hui l'adresse de quelqu'un c'est sur la toile et qu'on a plusieurs familles, plusieurs communautés, etc., en fait, on va bien au-delà, les réseaux des individus, ça va bien au-delà du territoire géométrique de la ville. Et donc, du coup, une ville, c'est quoi? Enfin, est-ce que finalement une ville, ça existe vraiment? Enfin, est-ce que c'est, ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule grande ville qui est la ville-monde? Oui, très bonne question. Je pense que, effectivement, j'ai peut-être abusé du mot ville, mais il y avait une slide qu'on a enlevée. Et c'était justement pour dire que finalement, je me suis trompé dans le titre parce que on ne peut plus parler probablement de ville. Et effectivement, mais après, quand j'ai parlé de la question de l'enveloppement des échelles, effectivement, aujourd'hui, la question, elle est vraiment territoriale. On peut plus dire la ville. Parce que, et d'un point de vue, j'allais dire, épistémologique, d'un point de vue de définition, la ville, avant, c'était effectivement une structure géométrique, j'allais dire, circonscrite. Il n'y a pas d'autre définition. Hein. Tous les historiens, tous les anthropologues vous disent que la ville, c'est ces murailles. On définissait une ville. D'ailleurs, vous lisez Tite-Live et vous dit comment Rome a été fondée. Ben, Rome a été fondée en traçant le sillon de la ville de Rome. Donc, une ville, c'est ces murailles. Et depuis que nous n'avons plus de limites, effectivement, probablement le mot ville est inapproprié. Moi, je peux vous donner un témoignage personnel. Je suis né à la campagne. Et quand j'étais enfant, on était à la campagne, il y avait la ville d'un côté et puis la campagne de l'autre. Enfin, être à la campagne, c'était être en dehors de la ville. Aujourd'hui, j'habite dans un territoire qui peut encore s'appeler la campagne, mais j'habite en ville en fait, parce que je suis connecté. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, voilà. Et du coup, est-ce que dans la description de la ville que vous ébauchez, sur laquelle est-ce que vous avez des outils pour essayer de regarder un peu au-delà du territoire géographique comment les choses s'interconnectent, peut-être pas sur un périmètre géographique complètement confiné? Absolument. Et c'est vraiment cette question-là qui était... c'est pour ça que je dis modèle, parce que c'est vraiment une modélisation, c'est-à-dire c'est pas une idée préconçue. Nous ne sommes pas partis comme ça, comme avec un a priori en disant la ville ça va être ça ou la ville ça sera ça. Et du même coup, toutes ces notions-là dont je vous ai parlé ou certaines dont j'ai parlé ce soir, ils sont venus d'une vraie confrontation au réel. C'est-à-dire que quand on est arrivé à travailler à Urbino ou à Lisbonne, eh ben, on arrive dans une ville et effectivement, nous on observe que les étudiants, par exemple, à Urbino, ils habitaient dans la ville jusqu'à les années 2000 à peu près. Et depuis que l'Internet a explosé, ben, les étudiants ne venaient plus aux cours. En fait, et ça, en Italie, c'est aussi un fonctionnement d'université. Ce n'est pas très important de venir. Donc, les étudiants habitent à l'extérieur de la ville d'Urbino et viennent juste passer les examens. Et ça a changé complètement le fonctionnement de la ville. Et effectivement, les politiques se sont dit, mais il n'y a plus personne dans les logements, les services universitaires, ils sont vides, les chambres universitaires sont vides. Et du même coup, ça a changé totalement
comment dire, la propriété ou la conformation de la ville. Et c'est pour ça que nous, dans le modèle que nous avons développé, il y a cette question des échelles. C'est-à-dire, quand on arrive dans un territoire, eh ben, on dit qu'il y a certaines formes qui vont être à l'intérieur de murailles, mais si vous suivez certaines formes, ils vont sortir à l'extérieur du muraille. Et du coup, la ville ne peut pas faire sa ville, hein, si on peut dire, encore avec des guillemets, toute seule. Elle doit absolument le saisir dans un enveloppement des échelles et donc dans cette confrontation de pratiques, de modes de vie qui sont au-delà des limites physiques avant, mais des limites administratives aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'on a écrit sur la ruralité est à reprendre, tout ce qu'on a écrit sur la ville est à reprendre. Ok, bon, j'ai l'impression de mieux comprendre. Vous avez d'autres questions? Bon, j'ai peut-être une dernière, parce que ce sujet est passionnant. Une fois qu'on fait ces constats un petit peu de mise en perspective de l'idée qu'on a de la ville aujourd'hui par rapport à ce que c'est, ou des villes aujourd'hui par rapport à ce qu'était la ville hier, il faut passer d'une description à on peut avoir envie de passer d'une description à quelque chose d'un petit peu plus dynamique pour en faire un outil de conception de la ville. Enfin, est-ce que là vous êtes aussi sur cette démarche-là ou... Oui, ça c'est vraiment dans les cartons. On le développe à petite échelle, c'est-à-dire que on a quelques projets qui essayent de mettre en phase et en musique cette démarche. C'est-à-dire que l'idée c'est que de partir des formes que nous révèle la description, c'est des formes vraiment géométriques, mathématiques, etc., et des organisations mathématiques ou autres. Et à partir de là, de faire, et c'est pour ça que j'ai parlé du travail de Alan Turing sur la morphogénèse, de construire un vrai processus continu jusqu'à la fabrication du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, quand on fait un projet d'architecture, on nous donne un programme et on nous dit, voilà, vous avez un site, je ne sais pas moi, ici, ou à Pembeuf, ou à Angers, et on nous dit voilà, vous nous faites une école, et on commence avec juste des éléments numériques finalement. Et l'idée pour nous, c'est que les formes du territoire qui vont être des formes de flux, des formes de stationnement, des formes d'organisation multiples peuvent construire vraiment formellement l'architecture ou la forme de la ville. Et du même coup, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce processus qui était jusque-là, non pas qu'on n'a pas fait des chefs-d'œuvre par des Michel-Ange, des Borromini, des je ne sais pas qui, mais je pense que il est aussi temps probablement de changer ce processus-là qui était opaque. En fait, on donnait une assiette de terrain à un grand architecte, ou pas grand, puis on lui dit, imaginez. Et nous, on pense que ce processus-là peut être une boîte blanche, si on peut dire. Il peut être transparent, et on peut, du même coup, suivre les formes anciennes ou contemporaines et leur transformation pour fabriquer un projet futur. Et ça, c'est aussi, on travaille sur cette question en termes de développement. Ok, merci. Oui. J'ai une question vis-à-vis de la description de la ville. Vous utilisez donc des cartes qui sont chacune qui référence un événement, une forme, un type de forme. Et comment on définit, quand on croise l'ensemble, comment on définit quel paramètre a le plus d'importance? Parce que moi, quand je regarde une carte, on a hiérarchisé les choses. Il y a la végétation, le dénivelé, ce genre de choses. Et il y a peut-être un coefficient, par exemple le bruit vis-à-vis du dénivelé. Est-ce qu'il y a un rapport qui est de 1 pour 10? Enfin, comment l'ordinateur il peut intégrer ces questions-là qui me paraissent donc impliquer l'homme? Et donc le modèle, une fois qu'il implique l'homme, il est plus informatif. Il est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, c'est une très bonne question. Je pense que
L'idée de ce modèle, c'est que premièrement, il ne soit pas discriminatoire, parce que ce qu'on observe aujourd'hui dans les solutions qui soient intelligentes ou traditionnelles, c'est que on part en fait, de données qui nous intéressent au départ. C'est-à-dire que, je sais pas moi, aujourd'hui, on va dire, celui qui fait la sécurité, il va s'intéresser, il va dire que les données qui sont importantes, c'est ceux de la sécurité. Et celui qui fait, je sais pas moi, la pollution, c'est la même chose. Pour nous, le modèle, il est premièrement intégratif et il n'est pas discriminatoire en termes de valeur. Je veux dire... parce que toute forme a le droit d'exister. C'est-à-dire qu'une ville, ce n'est pas seulement des formes efficaces, c'est aussi des aberrations. Et des fois, je me promène, je vais me promener alors que j'ai du travail à faire, vous voyez. Donc, je pense que la ville, c'est cette confrontation de plusieurs paramètres qui ne sont pas... comment dire, qui ne sont pas... évaluable juste d'un point de vue de l'efficacité. Et donc notre modèle, il essaye d'intégrer ou de croiser des données même marginales, si on peut dire, même faibles, et probablement un des enjeux de cette modélisation, c'est aussi d'écouter les signaux faibles, parce que je pense que c'est ça ce qui est aussi peut suggérer de nouvelles propositions et non pas seulement des réplications de ce qui est déjà efficace. D'autres questions? Non? Écoutez, à ce moment-là, il me reste à vous remercier chaleureusement pour cet exposé qui clôt la première conférence de notre association centrale Audencia et l'ENSA. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine, et je cherchais la date, mais elle vous sera communiquée, je ne l'ai plus en tête. 3 février, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.